Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, on va parler de négociation. Et plus particulièrement, comment bien négocier. Alors, négocier, pourquoi dans le monde fluctuant dans lequel on se trouve, avoir des réactions préprogrammées, des réactions de principe, c'est de moins en moins porteur, de moins en moins intéressant pour vous, d'abord, et puis évidemment pour les gens autour de vous, que ce soit au boulot ou dans la vie privée. Donc, l'idée, c'est de se dire, plutôt que d'avancer mes principes, plutôt que de faire preuve de mes rigidités, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'adopter une attitude plutôt qu'on appellerait transactionnelle, une attitude plutôt d'échange, de créativité, de recherche de solutions communes. Et ça, tout ce que je viens de dire là, c'est ce qu'on peut mettre dans la définition du verbe négocier. Donc je vous ai fait une petite définition. Négocier, c'est trouver une solution qui satisfasse les besoins et les intérêts de toutes les parties. Alors j'entends déjà les gens peu optimistes qui diront c'est impossible. D'ailleurs, il y a peut-être quelqu'un qui se reconnaîtra s'il écoute cet épisode, avec qui j'ai déjà eu cette discussion, et qui me disait non, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est qu'une croyance. Ça, c'est une croyance. Dire à l'avance, peu importe la situation, il n'est pas possible de trouver une solution qui satisfasse les besoins des uns et des autres, c'est une croyance. Puisque on y arrive. Vous savez très bien qu'il y a des négociations qui aboutissent. Alors, il y en a aussi qui échouent, évidemment. On n'est pas au monde des bisounours, mais c'est tout à fait possible. Le principe de négociation la méthode de négociation que je vais vous donner aujourd'hui, elle vient de l'université de Harvard, aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la méthode de Harvard, comme on dit en bon français. Cette méthode, en fait, a été établie par des praticiens de la négociation. Donc c'est pas un gars qui s'est réveillé un matin puis qui a écrit un bouquin parce qu'il a bu un café qui était bon, puis il s'est dit tiens, je vais écrire un bouquin sur la négociation. C'est pas un bouquin comme moi j'ai fait. C'est un bouquin où des gens ont mené des dizaines et des dizaines de négociations à des niveaux internationaux, à des niveaux de négociation commerciale. Donc à Harvard, c'est l'école de droit, hein, c'est la section, la faculté de droit. Donc c'est pas des négociations entre épouses éplorées et mari battu. Ce sont des négociations sérieuses, internationales, avec des gros montants d'argent en jeu, avec des contrats importants en jeu. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, le pire des endroits pour négocier, on pourrait dire. Et donc ces gens-là ont écrit un bouquin il y a quelques années maintenant, et donc il y a tout un site internet dédié à ça. Moi je reçois leur newsletter régulièrement, donc c'est quelque chose qui vit, qui est dynamique. Et donc la méthode de Harvard, en fait, nous indique 5 domaines d'intérêt, 5 choses auxquelles on doit prêter attention quand on veut négocier. Alors je vous donne les 5. Première chose, on doit faire attention aux personnes qui sont en présence. Deuxième chose, on doit faire attention aux intérêts en présence. Troisième chose, on doit essayer de mettre en place une dynamique qui nous permet de trouver des solutions. Ensuite, on aura moins besoin, nous, dans notre environnement, mais quels sont les critères qui me permettront de choisir la meilleure solution. Et puis, le dernier, qui est le 5e élément, c'est il me faut une solution de repli. Donc, les personnes, les intérêts, des solutions, des critères, une solution de repli. L'horrible moyen mnémotechnique de souvenir, c'est pers int sol cri rep. Pers int sol cri rep. C'est pas génial, mais voilà, j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant. Alors, pers int sol cri rep. Donc, vous imaginez que vous êtes en situation de devoir, je sais pas, par exemple, dire non à quelqu'un, et puis vous vous souvenez de cet épisode, puis vous dites, bon, qu'est-ce que le Harvard Law School me dit que je devrais faire pour négocier? Alors, premier élément, les personnes. Séparer les personnes du problème. Ça, c'est le premier conseil ou le premier domaine de réflexion. Si j'entre en négociation avec quelqu'un en disant « de toute façon, avec ce trou du cul là, on peut rien faire », vous imaginez bien que la négociation ne sera pas possible. Puisque pour transacter, pour échanger, pour discuter, pour construire, pour être créatif avec quelqu'un, il faut avoir un minimum d'envie de travailler ensemble. Donc, en ce qui vous concerne, vous devez faire pas abstraction, mais
avoir vraiment un recul par rapport aux personnes en présence, par rapport à votre propre perception de la personne que vous avez en face de vous, et évidemment aussi un peu d'abstraction par rapport à la manière dont la personne va vous percevoir. Donc, évitez de penser des choses qui ressemblent à des attaques directes, hein, comme j'ai dit avant. De toute façon, avec celui-là, ou bien bon, j'y vais, mais ça risque de pas fonctionner. Hein. Évitez, vous vous souvenez, on a vu ça dans l'épisode, je sais plus lequel c'est maintenant, sur la rhétorique. Évitez les attaques ad hominem. D'accord. Donc, quand quelqu'un vous dira quelque chose dans la négociation, dites-vous pas, ben voilà, c'est reparti. Hein. C'est le Vincent qui dit des bêtises. Non, dites-vous, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qui peut être utile dans notre négociation, dans ce qu'il me dit? D'accord. Une solution est une solution, peu importe d'où elle vient. Si vous êtes plusieurs, parce qu'une négociation, c'est pas forcément à 2, ça peut être à 3, à 4. Si une des parties vous donne quelque chose, et puis que, je sais pas, moi, c'est votre adversaire politique, si vous êtes en politique, par exemple, dites-vous pas, ah non, mais c'est socialiste, de toute façon. Hein. Dites-vous, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ça peut aider? D'accord? Donc, prise de recul par rapport aux personnes. Ça, c'est là le premier domaine de réflexion. Le deuxième, qui est critique. C'est en fait pour moi le nœud, le basculement de ce qu'on fait d'habitude avec ce qu'on va faire de mieux, il est là. Quand vous entrez en négociation, les gens vont vous exprimer leur point de vue. Ils vont vous dire d'où est-ce qu'ils partent. C'est ce qu'on appelle une position. Vous allez chez le garagiste, vous lui dites, moi, j'ai, 35 000 balles pour acheter une voiture, ou, 450 francs par mois en leasing. Et lui, il vous dit, ouais, moi je suis à 600. Ça, ce sont des positions. Ce sont c'est souvent un chiffre, ou c'est souvent une déclaration très forte. D'accord? Avant une votation, ou alors qu'on prépare une votation, on pourrait avoir, l'UDC d'un côté qui dit, nous on est contre, et puis le PS de l'autre côté qui dit, nous on est pour. Ça, ce sont des positions. Et donc, le problème des positions, c'est qu'elles sont difficilement réconciliables. Justement parce que c'est des positions, en fait. C'est souvent fixe, une position. C'est souvent quelque chose qui peut pas être aménagé, pour plein de raisons différentes, affectives en particulier, mais pas que. Et donc si vous laissez une négociation ne se baser que sur des positions, vous êtes cuit, parce qu'il n'y aura pas de solution commune trouvée. On aura tendance à faire quelque chose qui est pas complètement négatif, mais qui est pas hyper positif, c'est le marchandage. Je reprends l'exemple de mon garagiste, hein, vous êtes à, 350 par mois en leasing, puis lui à 500, allez, on coupe la poire en deux, on arrive à 425. Alors, c'est déjà une solution qui commence à être intéressante, mais c'est de loin pas la meilleure. Pourquoi? Parce que, en fait, vous perdez les deux. Vous perdez parce que vous avez 75 de plus par mois, puis lui perd parce qu'il a 75 de moins par mois. Donc, face à des positions fixes, le marchandage peut être une solution, mais on va essayer de faire mieux avec la négociation. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Le point critique, c'est de faire passer les gens de leur position à leurs intérêts ou à leurs besoins. Position à intérêt. Alors pourquoi c'est important de le faire? Après, je vous indiquerai comment est-ce qu'on le fait. Pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'en fait, l'intérêt est derrière la position. L'intérêt, c'est la raison qui fait qu'on est arrivé à la position. Et donc cette raison-là, elle a beaucoup plus de chances d'être globale, d'être étendue, et donc on a beaucoup plus de chances d'avoir des intérêts qui se combinent. D'accord? Alors, prenons un exemple. Bon, la voiture, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais essayons quand même. Moi, je suis à 350, disons, dans un périmètre bien défini. D'accord? Avec, je sais pas, moi, dans les 350, il n'y a pas les pneus d'hiver, il n'y a pas la maintenance annuelle, ou il y en a moins, il y a peut-être pas le service de remplacement de voiture, enfin, c'est un prix de base. Bon. Le garagiste, lui, dans les 500, il y a tout est compris. D'accord? Ça, ce sont les deux positions. Quels sont les intérêts? Moi, qu'est-ce que je veux? Mon intérêt à moi, en tant que consommateur de produits automobiles, en gros, c'est j'y pense plus, quoi. Quand j'ai un problème, quelqu'un s'occupe de moi. Je peux appeler un numéro, on va me changer mes pneus d'hiver, on va ajouter tout un certain nombre de services auxquels j'aurais pas forcément pensé en achetant la voiture. L'intérêt du garagiste, lui, c'est quoi?
de fidéliser le client, parce que on sait que les gens ont tendance à choisir leur voiture en fonction du prix uniquement, donc fidéliser pour pouvoir avoir un client sur le long terme. Par exemple, moi je sais pas, je suis pas garagiste, je peux pas vous donner les intérêts exacts, mais ça me semble logique de penser comme ça. Et donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a certains de ces intérêts qui sont communs? On voit que oui, on voit que la bonne relation entre le garagiste et le consommateur et l'acheteur, la bonne relation entre les deux est un intérêt commun. Le garagiste peut entrer en matière sur la fourniture des services qui, pour lui, finalement, ne représentent pas un coût énorme, mais qui, pour moi, ont une valeur énorme. Et donc, on voit qu'on peut, avec ce mécanisme-là, passer de la position fixe, 350-500, à quelque chose de plus constructif. Disons, au moins avec des éléments qu'on peut mettre sur la table, un peu comme des cartes, qu'on met sur la table, et puis on dit, moi je prends cette carte, puis cette carte, puis cette carte, et puis ça fait quel prix, puis ça fait quelles conditions, puis on commence à discuter, on commence à échanger, à dire, moi je le préfère comme ça, etc. Puis on réussit à commencer à créer quoi, le chapitre d'après, des solutions. Alors, comment est-ce qu'on passe des positions aux intérêts? On pose la question à la personne. Mais comment ça se fait? Comment est-ce que t'es arrivé à cette conclusion? Le 500, j'ai dit au garagiste, mais ok, comment vous êtes arrivé à 500? En gros, qu'est-ce qu'il y a dedans? Prenons l'exemple de la vie privée. On peut imaginer que vous deviez négocier, je sais pas moi, une sortie ou quelque chose avec votre mari, et puis que vous soyez en train de discuter les modalités. Et puis votre mari dit non, moi c'est exclu. Plutôt que de vous braquer et puis de dire comment, tu veux jamais que je sorte avec mes copines, et puis c'est parti comme en 40, dites, mais ok, comment t'es arrivé à cette conclusion? Comment t'es arrivé avec ce non, c'est exclu? Parce qu'en fait, peut-être qu'il a peur pour vous, hein. Ou peut-être que lui, il avait aussi un week-end. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qui fait? Comment t'es arrivé à cette conclusion? Vous voyez que on pourrait insérer là l'idée de l'outil lead qu'on a vu dans un des épisodes du podcast. Hein, la partie E, le E de lead, c'est explorer. Donc, j'explore la position de l'autre. En espérant que lui, évidemment, par retour de manivelle, par réciprocité, il explore la mienne. Hein, c'est l'épisode lead, c'est l'épisode 10, si jamais. Donc, quand la personne vient avec sa position, posez la question. Comment t'es arrivé à cette conclusion? Alors, évitez la question pourquoi. Des études en psychologie, en particulier en psychologie de l'aide, tout ce qui est psychologie clinique, psychologue, etc., on s'est aperçu que quand ils posaient la question pourquoi à leurs patients, les réponses étaient souvent des justifications, souvent il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place. Donc quand votre conjoint, votre mari vous dit non, moi c'est exclu, puis vous dites mais pourquoi, il risque en fait de penser qu'il doit se justifier. Donc posez pas la question pourquoi, posez plutôt la question mais comment t'es arrivé à cette conclusion, hein? Donc passer de position à intérêt, c'est vraiment la clé, parce que vous verrez quand on commence à parler des intérêts ou des besoins, ce qui c'est pas tout à fait la même chose, mais nous on peut considérer à notre niveau que c'est la même chose. Ça va ouvrir la discussion. La discussion de position, c'est une catastrophe. Elle ouvre absolument rien du tout. Autre exemple. Une femme rentre du boulot, crevée, elle a une longue journée, pas facile. Son mari, lui, on peut imaginer, je sais pas moi, il est indépendant, il est à la maison, il est déjà à la maison, et puis, je sais pas, peut-être qu'il bossait à la maison ce jour-là, où il a pas de mandat, bref. Et puis il rentre à la maison, il est, je sais pas moi, 18h30, puis elle est crevée. Elle shoote les souliers quelque part, elle s'affale sur le canapé, elle laisse pousser un long soupir, puis elle dit oh putain mais je suis crevé. Puis là le mari arrive en tout frais, hein, parce que lui il a une journée un peu moins pénible. Puis il dit ah ouais salut chérie, écoute super, j'ai réservé au restaurant, tu te prépares, on part dans un quart d'heure. Bon alors déjà dire à une femme de se préparer en un quart d'heure c'est compliqué, mais non je suis pas sexiste, c'est l'expérience personnelle. Et puis évidemment, la pauvre, elle fait quoi? Elle dit, oh, écoute, ce soir là, non, franchement là je peux pas, non. Là je suis trop crevé. Puis position, hein, en parenthèse, vous avez décodé, hein, position, je peux pas, c'est pas possible. En parenthèse, position du mari, qui dit, on part, habille-toi, on y va dans 15 minutes. Réaction du mari, comment? C'est pas possible, moi je me réjouissais. Réponse de la femme, ouais, mais bon, franchement, je suis crevé, j'ai une journée pénible, allez, sois compréhensif. Comment ça? Pas d'habitude, je suis pas compréhensif, hein? Je supporte ta carré depuis 10 ans maintenant, et puis c'est parti comme en 40. Qu'est-ce qui s'est passé? Exposition des deux positions. Exposition du mari, on sort. Exposition de la femme, je suis crevé, no way. Deux positions irréconciliables. Pas de common ground, pas de hein?
Pas d'endroit où on puisse se rencontrer pour trouver une meilleure solution. Bon. On rejoue la scène, mais cette fois, dans notre tête, la tête des deux, parce qu'ils s'aiment, donc ils ont suivi le cours, il y a qu'est-ce qu'il y a derrière la position. Donc, l'échange initial a lieu, hein, la femme dit « je suis crevé, machin, elle est sur le canapé », le mari dit et puis la femme dit au mari « mais écoute, je suis crevé, mais comment ça se fait là, juste maintenant ce soir ?» Et puis le mari dit « mais tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment ensemble. Je pensais qu'aller au restaurant ou au ciné ou quoi, hein, c'est égal, on pourrait discuter, et puis une fois de nouveau être passé un petit moment ensemble, et puis là la femme dit écoute, ça, ouais, en fait, moi je serais aussi contente de passer un moment avec toi, mais franchement sortir, là j'en peux plus, quoi. Et je sais pas, on pourrait pas faire autre chose. Puis le mari dit mais écoute, je peux toujours annuler le restaurant, et puis si tu veux, je sais pas, on commande un japonais, des sushis. Ah ouais, des sushis, ça fait longtemps. Et puis je sais pas, on pourrait regarder un épisode de Breaking Bad. Ah, trop génial. Écoute, je vais vite me mettre en pyjama, et puis je prends une douche, et puis dans 20 minutes, je suis... Et voilà, solution trouvée. 2 personnes qui ont évité le conflit et qui ont trouvé une solution commune. Donc, et ça c'est juste parce que dans l'exposition des positions, les 2 personnes se sont dit mais comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? D'accord? Alors maintenant, trouver une solution, vous avez vu, c'est relativement simple. Ça veut dire que on va essayer de combiner les intérêts existants. Et puis une chose qu'on peut faire aussi, c'est ajouter des dimensions. Hein, parce que là, on voit que ça, c'est un peu binaire comme truc. C'est on sort pas. Mais on peut ajouter des dimensions à ça. Plutôt que d'avoir une seule dimension, on sort pas, on peut avoir on mange pas, on est ensemble, on n'est pas ensemble, parce que le mari peut partir au restaurant tout seul aussi, en parenthèse. Hein. C'est aussi une solution au problème. Alors, ça provoque d'autres problèmes plus tard. Mais donc, ajouter des dimensions pour enrichir un peu la construction, mettre plus de cartes sur la table, si on prend l'image de la carte, et surtout ne rien refuser a priori. Même si on pense qu'une idée ou qu'une dimension elle est bête, on la met quand même sur la table, et puis on verra bien plus tard. Donc, la recherche de solution, vous voyez que dans cette dynamique, quand on part des intérêts, c'est quand même beaucoup plus facile. Les critères, je vous embête pas avec ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire le bouquin de nos amis Fischer et Uri, qui s'appelle comme ça, URY. Et puis, on vient à la solution de repli. Alors, la solution de repli, c'est ce qui, en fait, vous garantit que vous allez en négociation dans de bonnes conditions. C'est une espèce de bouée de sauvetage. Et alors en anglais, on appelle ça une BATNA, puis on dit ça aussi en français, une BATNA, donc c'est la meilleure solution de repli, hein, Best Alternative to Negotiated Agreement. Donc, ce n'est pas le moins bon résultat de la négociation, c'est si la négociation échoue, qu'est-ce que j'ai derrière comme solution de repli? Qu'est-ce que j'ai comme bouée de sauvetage? Si je dois quitter le navire de la négociation, est-ce que j'ai une planche à laquelle m'accrocher pour rejoindre la rive? D'accord? Donc, typiquement... dans le cas du couple, la BATNA, c'est compliqué parce que étant donné la relation que le couple peut avoir, la BATNA, c'est peut-être je risque mon couple, quoi. Donc là, il y en a peut-être pas forcément évident de BATNA évidente. Mais le cas de la voiture, c'est plus simple pour la BATNA. Le cas de la voiture, je vais chez un autre garagiste qui sera peut-être plus coopératif. Donc la BATNA, c'est qu'est-ce que je peux faire d'autre que négocier? Quelle est ma bouée de sauvetage? Alors, vous voyez que qu'est-ce qu'il faut comme condition pour bien négocier du coup? Eh bien, malgré tout, un début de climat de confiance. Et donc, effectivement, ça veut dire que si vous avez la personne en face de vous ne vous fait pas confiance, vous devez travailler là-dessus d'abord. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Et on le sait dans les négociations business, négociations commerciales. On va souvent manger avant, pendant. On fait un peu de small talk au début, parce que voilà, les êtres humains ne sont que des êtres humains et on a besoin d'un minimum de confiance pour pouvoir se parler. La deuxième chose, on a besoin de calme. Vous voyez que si on monte les tours, on va rester croché sur ses positions. Donc, rester calme et alors surtout faire preuve d'un très très haut niveau d'écoute. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Là, l'épisode 10 lead pourra vous aider. Donc, je résume le tout. Donc, 1, personne, séparer les personnes du problème. Je suis orienté solution. 2, intérêt, chercher les intérêts derrière les positions. 3, combiner les intérêts ou les différentes dimensions pour trouver une meilleure solution que celle avec laquelle j'étais arrivé. Critère, on n'a pas fait. Repli, qu'est-ce que j'ai comme solution de repli si la négociation échoue?
Et vous verrez comme avec ce mindset-là, avec cette mentalité-là, vous allez réussir à débloquer des situations qui vous semblent complètement bloquées et indébloquables, ça se dit pas, mais c'est pas grave, que ce soit dans le privé ou le professionnel. Si vous voulez discuter des exemples qui vous sont propres, ce sera volontiers. On le fera dans ce podcast, alors on le fera de manière anonyme, mais si vous avez un exemple qui pour vous semble absolument impossible de négociation, contactez-moi sur le site internet, laissez un commentaire, où il y a un petit bouton à droite de la page sur lequel vous pouvez laisser un commentaire audio, donc c'est super simple, et puis je peux aborder ces sujets dans le podcast. Voilà, l'épisode est terminé. 2 petites news. J'ai démarré un compte Instagram. Si vous êtes sur Insta, tapez coapta.ch et puis viendra mon compte. Volontiers un petit abonnement. Je suis au début, on doit être 26, donc c'est pas beaucoup. Donc j'espère arriver à la centaine d'abonnés d'ici la fin de l'année. Et puis, si vous écoutez ce podcast sur iTunes, puisque c'est possible, eh bien, laissez un avis sur iTunes. Si possible, un bon avis, même si c'est pas un bon, c'est pas grave. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt, à la prochaine. Ciao.